Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser au nudge. C'est un concept vraiment fascinant. Une sorte de force invisible mais hyper puissante qui influence les décisions qu'on prend tous les jours. Que ce soit pour des petites choses ou des trucs vraiment importants. Allez, on se met en situation. Imaginez la scène. On est dans une cafétéria. Juste là, devant nous, une pomme. Facile à prendre. Mais un peu plus loin, il y a un éclair au chocolat. Il faut faire un petit détour pour l'attraper. Eh bien, ce choix, qui a l'air de rien, c'est l'exemple parfait pour piger ce qu'est un nudge. Si le but, c'est de nous faire manger plus sainement, le simple fait de mettre la pomme à portée de main, ça peut tout changer. Ok, donc ça nous amène à la question, un nudge, c'est quoi au juste? On va décortiquer un peu le concept. En gros, c'est une sorte d'incitation, très douce, qui nous oriente vers un choix, mais attention, sans jamais nous forcer la main. Alors les créateurs du concept, Richard Thaler et Cass Sunstein, ils le définissent comme un élément de l'architecture du choix. L'idée, c'est de modifier notre comportement, mais d'une manière prévisible. Et le point le plus important, vraiment crucial, c'est qu'on n'interdit rien du tout. L'éclair au chocolat, il est toujours là, on peut toujours le prendre. Le nudge, c'est juste ce petit coup de pouce, voilà, qui va rendre l'option la plus saine ou la plus sûre, eh bien, la plus facile à choisir. Et ça nous amène directement au cœur du sujet. L'architecture du choix. En fait, c'est l'idée que la façon dont on nous présente les options, ça a une influence énorme, vraiment. Pensez-y, les fruits placés à hauteur des yeux, un formulaire déjà pré-rempli, chaque petit détail peut nous pousser dans une direction ou une autre. Du coup, celui qui conçoit cet environnement, l'architecte des choix, il a une sacrée responsabilité, non? Derrière tout ça, il y a une philosophie au nom un peu surprenant, le paternalisme libertaire. Ça sonne contradictoire, n'est-ce pas? En fait, c'est simple. Paternaliste, parce que l'idée c'est de guider les gens vers ce qui est bon pour eux, un peu comme le ferait un parent, mais libertaire, et ça c'est la clé, parce que la liberté de choisir, elle, reste totale. On peut toujours dire non au nudge et prendre l'éclair. C'est ce mélange des deux qui rend le truc si intéressant. Bon, mais alors, pourquoi ça marche si bien, ces coups de pouce? Qu'est-ce qui fait qu'on se laisse influencer comme ça? Eh bien, la réponse, elle est à chercher directement dans notre cerveau. Pendant longtemps, l'économie classique s'est basée sur une vision un peu idéalisée de l'humain, l'homo economicus. On voit le genre, un être super rationnel qui calcule tout, qui analyse tout et qui prend toujours la meilleure décision. Une sorte de Superman de la logique. Sauf que la vraie vie, ce n'est pas ça. L'économie comportementale, elle, nous parle de l'homo sapiens. Et lui, il ressemble plus à Homer Simpson. On est influençable, parfois on agit sur un coup de tête, et surtout on fait des erreurs de jugement, mais des erreurs qui sont prévisibles. Et ça s'explique très bien avec les travaux du psychologue Daniel Kahneman. Il a montré qu'on a en gros deux systèmes de pensée. D'un côté, le système 1, c'est notre pilote automatique. Il est rapide, instinctif, hyper émotionnel. C'est lui qui réagit sans réfléchir. De l'autre côté, on a le système 2. Lui, il est lent, analytique, logique, il demande un effort. Le problème, notre système 2 est un peu feignant. Du coup, la plupart du temps, c'est le système 1, l'impulsif, qui est aux manettes. Et ce système 1, notre pilote auto, il adore prendre des raccourcis. Ce qu'on appelle des biais cognitifs. Et c'est là-dessus que les nudges vont jouer. Par exemple, on a le biais du statu quo. On a une tendance naturelle à préférer que les choses ne changent pas. Ou l'aversion à la perte. La peur de perdre quelque chose nous motive 2 fois plus que le plaisir d'en gagner. Il y a aussi l'effet de groupe. On a tendance à faire comme tout le monde. Les nudges se servent de ces penchants naturels pour nous orienter, tout en douceur. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. On va voir quelques exemples. Certains sont même devenus célèbres, qui montrent à quel point ces petits coups de pouce peuvent avoir un impact énorme dans la vie de tous les jours. Celui-ci est un classique. À l'aéroport Schiphol d'Amsterdam, ils ont une idée toute simple. Graver l'image d'une petite mouche au fond des urinoirs. Le résultat? Une réduction de 80% des frais nettoyage liés aux éclaboussures. C'est dingue, non? Pourquoi ça marche? Tout simplement parce que ça donne une cible. Et notre système 1, notre pilote automatique, prend le relais sans même qu'on y pense. Un nudge génial et qui ne coûte presque rien. Un autre exemple, plus ludique cette fois. À Stockholm, un escalier de métro a été transformé en touche de piano géante. Chaque marche jouait une note de musique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, beaucoup plus de gens se sont mis à prendre les escaliers au lieu de l'escalator. Le nudge, ici, il n'a pas seulement rendu le bon choix plus facile, il l'a rendu plus fun, plus désirable. Les nudges peuvent aussi jouer sur notre besoin d'appartenance. C'est ce qu'on appelle la norme sociale. Par exemple, certains gouvernements ont testé d'envoyer des lettres de rappel d'impôts en ajoutant une toute petite phrase, du style
9 contribuables sur 10 dans votre quartier payent leurs impôts à temps. Le simple fait de savoir qu'on fait partie d'une minorité qui ne respecte pas la règle, ça active notre esprit de groupe. Personne n'aime être le mauvais élève, pas vrai? Et le résultat, c'est que les paiements rentrent beaucoup plus vite. Mais l'exemple le plus bluffant, c'est peut-être celui du don d'organes. Regardez la différence. Dans les pays où il faut s'inscrire pour être donneur, ce qu'on appelle l'opt-in, comme en Allemagne, les taux sont très très bas, autour de 12%. Maintenant, regardez les pays où on est tous donneurs par défaut, sauf si on dit explicitement non, l'opt-out, comme en Autriche. Là, les taux s'envolent, ils frôlent les 100%. C'est spectaculaire. La seule différence, c'est l'option cochée par défaut. Ça montre la puissance incroyable de notre tendance à l'inaction, le fameux biais du statu quo. Et bien sûr, ces principes, on les retrouve partout, surtout dans l'alimentation. Rendre le plat végétarien comme choix par défaut sur un menu, mettre les salades bien en évidence à la cafétéria, ou juste remplacer les bonbons près de la caisse par des fruits, ce sont tous des petits nudges qui réorganisent l'environnement pour que le choix le plus sain devienne en fait le choix le plus simple, le plus évident. Évidemment, tout ça n'est pas sans poser question. Cette capacité à influencer nos comportements, souvent sans qu'on s'en rende compte, ça soulève de vrais débats éthiques. La question c'est, où est-ce qu'on trace la ligne entre un petit coup de pouce bienveillant et une manipulation, même si elle est subtile? C'est vraiment la question centrale. Est-ce qu'un nudge, c'est une aide utile ou est-ce que c'est une forme de manipulation? Si un gouvernement ou une entreprise peut nous orienter vers certains choix, même si c'est pour notre bien, est-ce que ça ne menace pas un peu notre liberté, notre autonomie? Et puis surtout, qui décide de ce qui est le bon choix pour nous tous? Et les critiques, elles sont nombreuses. Certains disent que les nudges, ça ne change pas les mentalités sur le long terme. Le comportement s'arrête dès que le nudge disparaît. D'autres craignent que ça dérive vers une manipulation de l'opinion publique. On s'interroge aussi sur la solidité scientifique de certaines expériences. Et puis, il y a la question de fond. Est-ce qu'une autorité, quelle qu'elle soit, a le droit de décider ce qui est le mieux pour tout le monde en contournant notre réflexion consciente? Au final, une chose est sûre, les nudges, ils sont absolument partout. Chaque menu de restaurant, chaque page de site web, chaque rayon de supermarché, tout ça, c'est une architecture de choix. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir s'il faut les utiliser ou non, ils existaient déjà, mais plutôt comment s'assurer qu'ils sont utilisés de manière éthique et transparente. Et ça laisse avec une dernière petite question pour la route. Maintenant qu'on sait ce que c'est, combien de ces petits coups de pouce subtils va-t-on remarquer autour de nous aujourd'hui ?